Vous pensez que mai 68, c'est juste des étudiants qui crient, mais c'est une France entière qui craque au ralenti. Et vous allez voir pourquoi. Imaginez vous réveiller dans un pays riche en apparence, mais où la jeunesse étouffe, et où la colère grimpe plus vite que le prix du café. Officiellement, tout va bien sous De Gaulle. Croissance, ordre, prestige. Mais derrière les façades propres, des fissures courent déjà partout. Dans les amphis, on vous demande d'obéir, de vous taire, de rentrer dans le rang. Et beaucoup se sentent traités comme des numéros sans avenir. Puis vient Nanterre en mars, un campus gris, des couloirs froids, et une étincelle qui ne ressemble pas encore à un incendie national. Des premières manifs partent de revendications simples. Réformer l'université, respirer un peu, et surtout pouvoir parler sans se faire écraser. Le 3 mai, direction la Sorbonne, et l'atmosphère devient électrique, comme si Paris retenait son souffle avant une tempête. On vous dira que tout a dégénéré à cause de casseurs, mais cette version arrange bien tout le monde, parce qu'elle évite la vraie question. Parce que le vrai carburant, ce n'est pas la pierre lancée, c'est l'humiliation accumulée et la sensation d'être enfermé sans clé. La nuit, les rues se remplissent de sirènes, de fumée, de peur, et aussi d'une drôle d'énergie, celle qui vous fait rester malgré tout. Et là, l'histoire bascule. Car les ouvriers écoutent, reconnaissent leur propre colère, et se demandent pourquoi eux aussi se taisent. En quelques jours, la grève devient générale, des millions s'arrêtent, et la France découvre qu'un pays peut se figer d'un seul geste. Dans les stations-service, les pompes attendent, les fils s'allongent. Et même les plus calmes comprennent que ce n'est plus un simple désordre. Tout se mélange. Guerre du Vietnam à la radio, révolte ailleurs, et vous sentez que votre génération n'accepte plus de subir en silence. Le gouvernement serre la vis, croit calmer la rue par la force. Mais plus la police frappe, plus la sympathie change de camp. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que personne ne contrôle plus le rythme, ni les manifestants, ni l'État. Le 24 mai, De Gaulle parle, il promet l'ordre, mais ses mots tombent comme un couvercle sur une casserole, déjà en ébullition. Dans la rue, on ne retient plus rien. Pavés arrachés, vitrines brisées, et ce mélange étrange de peur et d'euphorie qui rend imprudent. Certains disent que ce n'est qu'une crise étudiante. Mais regardez les usines, les bureaux, les théâtres, tout le pays s'arrête vraiment. Les négociations arrivent, et soudain, l'argent, les salaires, le respect au travail deviennent le cœur dur du débat. Pas juste les examens. Mais le plus fou arrive ensuite. Car même avec des concessions, personne ne sait comment revenir au monde dès avant, comme si la porte était fermée. Le 30 mai, le pouvoir tente un référendum, comme un pari de dernière minute. Mais la rue a déjà appris qu'elle pouvait faire plier l'État. Vous voyez alors la mécanique, petite étincelle, puis contagion, puis blocage total, et personne n'ose dire à quel point tout cela est fragile. C'est le moment où le pays retient son souffle, comme si la France entière était suspendue entre deux futurs, sans savoir laquelle va tomber. Mais le détail que l'on oublie, c'est que mai 68 ne se termine pas avec le retour au travail. Il continue dans les têtes. Quand les grèves cessent, ce n'est pas une victoire nette, c'est un compromis. Et beaucoup rentrent avec la sensation d'avoir changé de peau. Dans les familles, on discute plus fort, on conteste l'autorité, on parle de liberté, et même la façon de s'habiller commence à changer. À l'école, à l'université, on réclame plus de dialogue, moins de rigidité, et le vieux modèle du professeur intouchable se fissure aussi. Dans la culture, on ose dire non. On ose rire du pouvoir, et l'idée que la morale unique suffit à tous commence à perdre son trône. On a voulu résumer tout ça à un chaos passager, mais c'était une remise en question géante de la vie quotidienne, du travail au désir. Et si vous vivez aujourd'hui plus librement, dans vos études, vos choix, vos relations, c'est aussi parce que ces semaines ont forcé l'écoute. La vérité, c'est que mai 68 n'était pas une parenthèse, c'était un avertissement. Quand trop de gens étouffent, tout peut basculer. Retenez ça, l'histoire n'est pas faite que de chefs et de lois. Elle est faite de corps fatigués et de voix qui refusent de se taire. Et si cette histoire vous paraît déjà folle,
Attendez de voir comment les années suivantes ont digéré ce choc et ce que la France en a gardé.